Alors l'important, c'est la rencontre. Avant de parler de votre passion et de votre talent pour la peinture, j'aimerais que vous nous fassiez un rapide résumé de vos épisodes précédents. Vous avez fait des études de médecine et vous avez été pharmacien à Vannes, je crois. Pharmacie, ouais. Je suis angevin. D'accord. Donc j'ai fait des études à Angers, pharmacie, et puis j'ai commencé à peindre à l'âge de 12 ans, au bord de la Loire et autres. Et donc c'est toujours resté dans un coin de ma tête l'envie de devenir peintre. J'avais envie de me rassurer sur les questions de gagner sa vie, quoi, voilà. Et donc j'ai pas osé le faire, j'ai fait des études de pharmacie. Je me suis installé, je suis venu créer une pharmacie à côté de Vannes, à Saint-Avé, où j'ai exercé 16 ans. Et là, évidemment, quand tout ça s'était bien maîtrisé économiquement et socialement, je me suis remis à peindre de plus en plus, quoi. Et il y a eu une période entre 80 et 88 où j'avais des nuits blanches à peindre et la pharmacie à faire tourner le lendemain matin. Ouais. C'était quand même un peu compliqué. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et je me suis dit qu'il fallait choisir. C'est-à-dire, pour éviter, les gens avaient besoin d'un pharmacien qui soit compétent. J'estime que c'est un minimum. Et puis deuxièmement, j'avais compris que je ne pourrais pas être peintre si je ne faisais pas que ça, quoi. Bien sûr, oui. Alors en lisant un peu votre biographie, les informations sur votre itinéraire, j'ai vu qu'en 84, il y a eu un déclic quand vous êtes allé en Italie, Voilà. découvrir les fresques des primitifs italiens. Qu'est-ce que ces découvertes ont apporté à votre peinture? Moi, les primitifs italiens, je les ai rencontrés à travers un peintre français qui s'appelle Balthus, qui a beaucoup regardé les fresques de Piero della Francesca. Ce qu'il cherchait là, et moi ce qui me plaisait là, c'est la géométrie des formes. En fait, il y a une forme géométrique, il y a le sens de la lumière, et donc une grosse partie de son œuvre est de fresques. Elle est dans l'église San Francesco à Arezzo. Donc j'ai un moment où j'avais ce désir de voir ça physiquement, quoi. On a très peu d'œuvres dans les musées. Il y en a une à Paris quand même, au Louvre. Et là, c'est vrai, là je me suis dit, j'aurais du temps, je pourrais peut-être devenir peintre professionnel. D'accord, ça a déclenché l'envie d'en vivre, quoi. Voilà, c'est mon peintre c'est mon premier peintre. Après, il y aura Poussin. Alors j'allais vous en parler, vous avez été nourri aux œuvres de Poussin. Ouais. J'ai lu aussi Delatour, Balthus et Hopper. Voilà. En fait, je pense que j'aimais tout ça. Quand on aime quelque chose, même si on ne sait pas pourquoi on l'aime, il y a toujours des raisons profondes. C'est pareil dans l'amitié. Des raisons que vous ne comprenez pas, que vous allez comprendre en fréquentant les gens. Et ils vous révèlent à vous-même. En fait, pour se révéler, les autres sont aussi un vrai miroir de ce que vous cherchez. Donc, je me suis dit, j'aime tout ça, mais je ne suis pas ça. Donc, je ne suis pas ça parce que je suis sûrement quelque chose, il faut que je cherche à être quelque chose de personnel. Et donc j'ai l'amour de la peinture classique. Donc évidemment, je ne suis pas vraiment dans la note du marché tel qu'il s'est développé. Bon, ma chance, c'est que malgré que je ne sois pas dans la note, j'ai réussi à en vivre. Oui, bien sûr. Et alors, peut-être avant d'être peintre, vous avez fait beaucoup de photographies dans les rues de Vannes. J'aime beaucoup. Voilà, vous avez vu ça. Alors, en fait, oui, parce que la période 84-88, j'ai pas le temps de peindre. J'ai pas le temps de peindre. Je me dis, je fais une toile 130-97. Je mets 6 mois à la faire. Voilà. Et puis en plus, je me rends compte que c'est pas facile, je reviens, je retravaille, donc je me dis, à un moment, je me dis, j'aurai pas le temps. Là, je me dis, j'aurai pas le temps, il faudra se décider. Soit je serai peintre, soit je serai pharmacien. Et donc, j'accumule, je prends mon appareil de photo pour faire l'inventaire de ce qu'est mon monde. Et je me balade dans les rues de Vannes, ou le matin dans la campagne au nord de Saint-Avé, et je vais faire des photos d'après lesquelles je vais travailler pour faire des dessins d'études, et qui après, dans la période où j'ai vendu la pharmacie en 88, entre 88 et 90, en 2 ans, je peins tout ce que j'ai dessiné. D'accord. 40 toiles. Et là, il y a un marchand parisien qui arrive et puis qui m'expose 4 mois après, quoi. Donc entre 84 et 88, vous dites que c'est là que votre imaginaire s'est construit. Oui, c'est là que je construis mon imaginaire. Je travaille des fois encore sur des photos de cette période. Ah oui. Parce que c'est très intéressant de vivre avec des vieux trucs. C'est quelque chose qu'on explore. En fait, on ne sait pas voir. Et il faut du temps pour voir, pour comprendre les choses.
qu'est-ce qu'on cherche dans une photo? C'est pas la reproduction d'une image pure. Il y a une quête à l'intérieur. Il y a un décryptage de l'image. On sait d'Antonioni. Voilà, donc, j'aime beaucoup le cinéma aussi. Je trouve que l'art du XXe siècle, c'est quand même l'art du cinéma. Il y a des grands réalisateurs. Prenez Fellini, Tarkovsky, tout ça, c'est quand même des grands réalisateurs et des vrais créateurs. Pour autant, j'aime aussi le cinéma de divertissement. Je ne suis pas non plus obsédé par l'intellect. Voilà. Donc la métamorphose du pharmacien en peintre, je trouvais que c'était un peu la métamorphose comme une chenille qui devient papillon quelque part. Voilà, oui. Alors après, je décide de vendre. Ma femme, on s'entend très bien avec ma femme. Elle est d'accord pour m'accompagner. Au départ, je mets un but, quoi. Je me dis, on verra en 4 ans combien j'aurais bouffé si j'arrive pas à sortir 1 centime de ça. Mais l'idée de départ, c'est d'aller sur ce que je veux faire. Pas de compromis. Oui, tout à fait. Oui. Et après, d'aller à Paris, montrer ça, et puis de voir. À Paris, c'est parce que je voulais pas mourir. Tout le monde savait que j'avais vendu ma pharmacie. Les gens disaient... Vendre une pharmacie pour faire de la peinture, comme dit, je savais pas que la peinture ça rapportait tant. Oui, mais moi j'avais pas envie de le faire là. Je m'étais dit si je dois me planter, je préfère me planter à Paris plutôt que devant tout le monde à Vannes. Et finalement, ça a marché puisque j'ai exposé très vite. Justement, c'est dès 90, vous avez exposé à la galerie Visconti. Voilà, avec un marchand qui avait 68 ans. Ah oui. Qui avait une grosse expérience. Il avait, au début de sa carrière, il avait vendu les œuvres dures de Bernard Buffet, quoi. Ça avait été le marchand de Bernard Buffet avec Garnier, avec Garnier. Et puis il avait dans ses choix abstraction, figuration. D'accord. Alors je me suis retrouvé bizarrement dans un lieu où quand j'y allais 2 ans avant comme pharmacien. Bourgeois, pharmacien de Vannes, je me disais, quand on est là, on est un grand peintre. Et puis quand je m'y suis retrouvé, je n'ai pas trouvé que c'était ça. J'ai trouvé que c'était difficile, quoi. C'est jamais acquis, cette histoire. Voilà. C'est là, dans cette galerie Visconti, que vous avez rencontré Marc Hérissé, qui était le critique de la Gazette de l'Hôtel Vous Roux. l'avez connu, non? Non, j'ai lu dans votre oui, alors j'ai fait des rencontres comme ça m'a aidé. Les grandes rencontres, ça aide. Parce qu'au fond... personne ne sait ce que ça vaut. Même la notoriété ne dit rien. Ouais, c'est vrai. Elle dit pour le moment, mais après c'est compliqué. C'est éphémère. Et c'est vrai que Marc Hérissé, il était critique, il adorait mon truc. J'ai exposé 4 fois par an. Dans les premières années, j'ai exposé beaucoup parce que j'étais pas sûr que ça allait durer. Bien sûr. Donc je m'étais dit, tu y vas, tu te défonces, tu n'auras peut-être pas une deuxième chance. Moi, je n'avais pas envie que mes enfants puissent pas faire d'études, que ma femme souffre financièrement. C'était un choix que je respectais aussi mon choix en tant que personne. Et donc, je m'étais dit, si ça se trouve, ça ne durera pas, donc faut y aller. Donc, j'ai beaucoup travaillé au départ, j'ai beaucoup produit aussi, puis j'ai exposé beaucoup. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens. Et Hérissé, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une très forte image. Il avait été 17 ans conseiller culturel à l'Élysée. Ah oui. Moi, quand il me dit, il était emballé. 4 expos par an, 4 articles dans la Gazette. Je les ai tous conservés. Et en plus, il me disait des choses que moi, je ne voyais pas dans mon travail. Les grands critiques, c'est ça. Ils vous révèlent des choses. Je lui dis, ah bon, c'est ça? Il me traitait de peintre mystique et tout. Je lui dis, ah bon? Oui. Il me dit, oui, mais pas un mystique religieux, un mystique profane. Quoi. Ouais. Et moi, je ne le voyais pas. Parce qu'au fond, un artiste ne sait pas ce qu'il veut faire. On n'a pas d'avance sur le regarder. Je pense que les autres, ils savent. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a peut-être trop de gens qui y font et pas assez des gens qui écoutent. Écouter, c'est aussi important que de créer. Et chacun a sa place. Et celui qui écoute va révéler celui qui crée. Mais celui qui crée ne peut pas être seul. Il le fait d'abord. Qu'est-ce que serait le monde si on n'avait pas les autres bien sûr, en face de nous. C'est sûr. Manque de recul par rapport à soi-même aussi. Ouais. Donc j'ai noté aussi une très belle rencontre en 94 de Pierre Rosenberg. Oui, parce que je fais une série, je me rencontre
Pierre Rosenberg, il vient d'être nommé directeur du Louvre. Du musée du Louvre. Il Ouais. écrit sur Poussin, les 4 saisons de Poussin. Je regarde ce qu'est les 4 saisons de Poussin et c'est l'œuvre peut-être qui m'a le plus marqué dans ma vie. Parce que les 4 saisons de Poussin, c'est les quatre saisons, les 4 âges de la vie et les 4 heures du jour, vus à travers les textes, sans doute l'Ancien Testament, les Grecs anciens. Donc il couvre tout. D'accord. Et dans l'interrogation qu'on peut avoir sur le sens à l'heure actuelle, il est autant grec que la vision, qu'une vision biblique. Voilà. D'ailleurs, Poussin, il lit Montaigne, il lit les stoïciens, il lit les Grecs anciens, etc. Et donc là, j'explore là le côté symbolique de mon travail. C'est-à-dire, je me dis, mais on ne peint pas qu'une image. Toutes les images qu'on porte, qu'un artiste doit porter, c'est des images symboliques. C'est vrai pour la chanson. Bien sûr, tout à fait. Ouais. C'est des images symboliques. Exactement. Ouais. Sur des belles mélodies, mais c'est des images symboliques. C'est vrai. Même la musique le fait d'une façon plus discrète, mais elle est symbolique quand même. On sait très bien, un requiem, ça ne ressemble pas à une danse. Hein. D'accord. Bon, on parlera tout à l'heure de votre association entre musique et peinture, justement. Oui. Alors, en 97, vous avez fait une conférence au département d'art Graduate Claremont, en Californie. Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré en 95 une universitaire qui était française, qui était professeure là-bas. Et qui vient dans mon atelier, qui fait un colloque franco-américain ici dans la région, dans un château qui appartenait à un Américain vers l'Arche Bernard, sur l'écriture. Et l'écriture, la peinture et l'écriture. Et moi, je participe, et là-dedans, il y a une intellectuelle qui est professeure de psychologie, quelqu'un qui écrit des poèmes aussi. D'accord. Et donc... un jour, elle me dit, sur la première série des saisons dont on a parlé, que j'avais fait en 95, où Pierre Rosenberg est venu. En fait, c'est comme ça qu'il est venu. Ouais. Il était directeur de Louvre, je lui envoie un petit mot, j'ai retravaillé d'après les saisons de Poussin, et évidemment, il passait dans la rue de Seine pour aller au Louvre. Il m'a dit... il est venu voir, et après j'ai toujours gardé la correspondance avec lui. D'ailleurs, ces photos-là ont été archivées au Louvre, etc. Et cette femme qui est professeure de psychologie à Claremont, là, au Strip College, un jour elle m'écrit, elle me dit: Bernard, je pense qu'on a une correspondance de vision sur le sens des choses, et j'ai fait des poèmes en anglais sur votre travail. Et donc, ils ont été traduits en français, ils sont dans mon livre. D'accord. Et c'est vrai que là aussi, comme les grands critiques, elles révèlent des choses que moi, je ne vois pas. Parce qu'on est dans un brouillard, la création. La création, on ne sait pas ce qui est derrière le virage. On prend la route, on ne sait pas ce qui est derrière le virage. Donc, quand les gens vont découvrir l'œuvre, ils vont vous mettre à nu des choses que... Et elle me dit des choses, je me souviens, sur l'automne, j'avais fait un couple qui marchait au bord de la mer à Carnac, sur un crépuscule, donc c'est déjà ce qui est un peu mon âge, un peu même dépassé, moi, au crépuscule. Et bien, elle me met, dans la traduction, il y avait quelque chose où on dit qu'ensemble, seuls, nous marchons dans la ronde des jours. Alors je me souviens au petit déjeuner chez elle, avant de faire la conférence, elle me disait, je lui dis, tu veux dire ensemble, seul, mais ensemble et seul. Mais on est les deux. On est, dans la vie, on est ensemble, c'est obligé, mais il faut être seul pour exister. Bien sûr, exactement. Ouais. Il faut se construire soi. Et d'ailleurs, je pense que pour réussir dans la relation avec l'autre, il faut être construit soi-même. Les autres ne peuvent pas être une béquille. C'est un mauvais cadeau qu'on leur fait. Exactement. Donc vous avez beaucoup peint sur la nature, on voit en face cette œuvre. Mais quels sont les thèmes qui vous inspirent aujourd'hui Au début, j'ai fait beaucoup de personnages, peut-être parce que j'étais très marqué par Balthus. Puis je voulais retrouver la quête, la géométrie des peintures de Piero della Francesca. Donc j'ai fait des scènes de gare, les quais de gare à Vannes, où on voit des personnages un peu hiératiques, etc. Je me suis rendu compte que là, on me disait, mais ils sont ensemble et seuls, ils se font la gueule et tout ça. Je dis non, mais on est... L'aventure de la vie, c'est une aventure solitaire. On
on peut se faire aider dans une souffrance ou dans une joie, mais on est seul. En revanche, évidemment, il y a la solidarité aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Quels sont les artistes, les grands artistes qui vous ont le plus inspiré? On parlait de Hopper tout à l'heure. Hopper, oui. Alors, ce que j'aime chez Hopper, c'est l'idée du matériau contemporain. Oui. C'est-à-dire ce qui va influencer tout le cinéma. Que ça soit Hitchcock, etc. Et ça, j'aime ça. Mais sur Hopper, moi, je suis moins pessimiste que lui. Sur le sens. Lui, c'est vraiment un pessimiste. Quand on voit une jeune fille érotique et à côté une femme vieille, c'est souvent sa femme qui est vieille, et je trouve c'est terrible, quoi. Alors que moi, je dirais, ben non, chaque état, même biologique et même physique, a ses chances. Quand on est jeune, on est impulsif, on a une énergie énorme, mais plus ou moins bien cadré, on le paye une fois. Quand on est vieux, on a un recul sur les choses. Et on a une sagesse qui arrive. On a accepté le vieillissement, etc. Donc moi, je ne suis pas pessimiste. Je trouve que j'aime la vie, quoi. Bien sûr. Oui. Vous parliez aussi de Van Gogh, notamment. Alors Van Gogh, c'est toujours des hasards, des hasards sur lesquels je m'interroge. Je crois que je suis vraiment plutôt... ma qualité, si je peux m'en donner une, c'est l'interrogation. Mais Van Gogh, je vais à Saint-Rémy, j'achète les lettres de Vincent Athéo, les facsimilés en plus. C'est tellement émouvant. Puis là, je découvre que Van Gogh, c'est un intellectuel. Il lit 4 langues couramment. Son frère lui donne 150 francs par mois pour vivre. Il n'a jamais vécu de sa peinture. 150 francs par mois, le facteur Roulin à Arles fait vivre sa femme et ses 3 enfants. Donc il lui donne... C'est beaucoup. Et Van Gogh, d'ailleurs, mange midi et soir au restaurant, il couche à l'hôtel. Et il achète des livres. Tolstoï, dans les traductions, il lit Voltaire, il lit Victor Hugo, etc. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est à un moment où moi-même, je me tourne beaucoup vers la forme littéraire, que ça soit Nietzsche. Nietzsche, c'est venu par la musique, c'est venu par le Zarathustra de Strauss. Ou Mallarmé, c'est venu par Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune. Et c'est souvent la musique qui m'amène, parce que les musiciens utilisent beaucoup les œuvres poétiques. Ça inspire, quoi. Sur d'inspiration, bien sûr. Et moi aussi. C'est-à-dire que donner à l'image quelque chose que... en fait, l'image n'a pas de sens en soi. Personne ne voit la même image. On la voit tous à travers le prisme de notre propre réalité. C'est vrai. Au fond, nos cultures aussi. Voilà, ce qui terrorise les gens à l'heure actuelle, c'est la diversité. Mais alors que c'est notre chance. C'est sûr. C'est exactement. Ça serait terrible qu'on se ressemble tous. Quelle horreur. Ça serait terrible. Non, mais c'est vrai. Vous aimez associer, comme vous le dites, musique et peinture, en travaillant avec des musiciens. Vous avez commencé en 2010, je crois, à l'Hôtel de Limours, avec le violoniste Bruno Coxet. En fait, je voulais associer... je pensais au cinéma. Et je me disais... on pourrait faire ce qu'a fait le cinéma. Au départ, le cinéma, c'est les frères Lumière qui font quelques images. Après, on met un pianiste dans la salle, devant les images. Et après, on peut mettre des textes et tout. Le cinéma est inventé. Alors pour moi, le cinéma, c'est vraiment une création. Il faut voir comment il remplit il remplit l'imaginaire. Il est aussi puissant que le roman à l'heure actuelle par rapport au 19e siècle. Ils avaient que le roman, ils avaient que Balzac, Flaubert, ils avaient des grands. Mais le cinéma, il faut voir quelle place ça a pris dans notre vie. Et il y a quand même des formidables... Il y a eu des créations extraordinaires. Amarcord de Fellini, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, et je me suis dit, en fait, je crois que ce qui m'a le plus grand plaisir que j'ai eu dans la vie, c'est de faire ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose avec un musicien. Et puis quand Coxet vient à un concert, je m'occupe de ça avec la ville, j'essaie d'aider la ville à faire des concerts de musique classique. Il vient chez moi, on organise un truc à la maison après, puis je lui montre les peintures, et il a déjà un répertoire important enregistré. Et donc on a fait un travail entre lui et moi. À l'hôtel de Limours, les gens pouvaient voir devant 4 grandes peintures de 7,30 m, écouter la musique avec des écouteurs.
que Bruno avait choisi. Et après, on avait un concert où avec mon fils, on avait fait une vidéo. Et mon fils, il gérait la bande vidéo en fonction du jeu des musiciens. Ah oui. Parce qu'ils ne jouent pas à même rythme. D'accord. Donc il fallait caler, etc. Et par exemple, pour le dernier, ce que j'ai appelé Nuit Chaos, qui était un peu le chant du jour, c'est un peu comme Poussin, effectivement, et bien, où là, on a presque l'impression d'un tombeau, c'est-à-dire on démarre de l'aube, de l'horizon de l'aube qui est un infini, et on arrive à une toile qui est aussi un infini. Mhm. On va de l'infini à l'infini, on est dans ce temps qui nous est donné. Et c'était la dernière note de sarabande de Bach. D'accord, ok. Que Bruno jouait seul au violoncelle. D'accord. Et en 2011, alors c'était à Nantes, aux Folles Journées de Nantes, il y a le concert Ainsi parlait Zarathustra, Voilà, qui est de Richard Strauss, qui vous a inspiré toute une série de peintures. Ouais, alors voilà, alors je prends le papier de René Martin, là, le programme, et puis la musique me plaît, et puis en même temps je vois le sens, quoi. Alors moi, je suis de culture catholique, mais j'ai quand même un peu de problème avec une certaine partie surtout ce que je reproche au christianisme, c'est la vision du corps. Ça marche pas du tout. D'ailleurs, ça va pas marcher du tout. Ce qui est pas vrai dans l'Évangile d'ailleurs. Et donc Nietzsche, je retrouve des réponses chez Nietzsche. Après, je me dis, mon fond, je vais faire un projet où c'est moi je pars de la musique. Alors que c'était l'inverse avec Bruno Cocktail. Ouais. Ah, oui. Lui, il avait choisi ses peintures ses musiques d'après mes peintures. D'accord. Donc là, je fais l'inverse, je trouve, et à ce moment-là, je suis plutôt dans une tendance picturale à dépouiller. Mais on voit bien que moi, je me sens libre. Et je me souviens avoir appelé Pierre Rosenberg, et puis il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Je lui dis, je vais faire de la figuration, je vais revenir à une forme figurée, parce que je veux faire quelque chose d'après les Zarathustra de Richard Strauss. Et puis lui, il est très musique, il écoute la musique en travaillant. Et il me dit, ah bon ? Alors il a suivi pas à pas mon truc. Alors pour faire ça, je fais des collages. D'accord. Je fais des montages, des collages, et puis après, on utilise beaucoup la photographie, puis après, je peins, je les dessine et je les peins. Ah oui. Et ça, j'ai montré ça à Venise où j'étais allé pour travailler à Venise. Et quand je suis arrivé, j'avais pris un atelier pour travailler. Pierre Rosenberg va beaucoup à Venise. Alors, il m'invite à déjeuner, puis il me dit non, prenez pas. Prenez le temps de comprendre ce qu'est Venise. Alors, je lui dis bon, ok, c'est un peu mon menteur. Et puis, je voulais aller au concert, et je vois dans un palais des concerts toutes les semaines ouverts aux membres, alors italo-allemand. Et donc je téléphone à la femme, et puis je lui dis, je suis peintre, je m'intéresse beaucoup à la musique, et puis elle me dit, si vous pourriez venir. On allait au concert tous les samedis, puis elle me dit, qu'est-ce que vous faites ? Et je lui montre le truc. Alors son père avait été ténor en Allemagne et tout, elle était en ballet, donc on a monté ça à Venise pendant la Biennale. D'accord. En neuf. Voilà. En 2009. En 2013. En 2013. Ah oui, en 2013. D'accord. C'était chouette, hein. J'étais à Venise pendant plus d'un mois. J'allais de temps en temps voir mon expo. J'étais dans la vidéo. La vidéo était faite avec. Elle durait la séquence. On avait pris la séquence de Karajan. J'avais fait choisir ça par des amis musiciens. Un enregistrement de Karajan. Et les textes, on avait fait. Fallait que je le fasse en français, en italien, en allemand et en espagnol. D'accord. Parce que j'avais un public complètement européen. Et ce qui était marrant, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir le public et de voir que ça marche, quoi. Après, la qualité de mon travail, j'en sais rien. C'est un peu universel quelque part. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr. Oui, on vit tous la même histoire, il ne faut pas l'oublier. Vous parliez de Nietzsche tout à l'heure, et sa célèbre formule qui devient ce que tu es. Voilà, ça pourrait être la vôtre aussi. Qu'il empruntait à Goethe. Ouais. Il emprunte à Goethe. Vous êtes venu ce que vous étiez. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense que c'est ça la clé. C'est ça la clé. Parce que si on ne croit pas à une transcendance, d'ailleurs Nietzsche dit
Dieu est mort. La mort de Dieu chez Nietzsche, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. C'est d'abord un poète, quelqu'un qui jouait de la musique, hein. Même dans la période où pratiquement il ne parle plus, les 10 dernières années, il joue encore du piano. Il a composé une œuvre qui a été enregistrée d'ailleurs par l'université de Rennes. Ils ont enregistré les œuvres de Nietzsche. Et pour moi, c'est d'abord son sens poétique. Sa vision du monde, elle est poétique. Et la mort de Dieu chez Nietzsche, c'est pas aussi clair que ça. C'est plutôt la mort d'une idée d'une transcendance. Mais il croit, lui, à une élévation ici et maintenant. Il ne croit qu'au présent. Il dit le passé, c'est une relecture personnelle de ce qu'on a vécu, qui n'a peut-être pas du tout existé comme ça, me diront les psychanalystes. Hein, c'est une relecture. Et puis l'avenir, c'est nos désirs. Au fond, il n'y a pas d'avenir, on n'a que le présent. Et de même qu'il pense qu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a que l'immanence, quoi. En revanche, il croit que l'homme a besoin d'une élévation, de quelque chose qui l'amène à... Alors, il pense que c'est l'art, comme Mallarmé d'ailleurs. Il pense que c'est l'art qui remplacera Dieu. Et la phrase, pour moi, qui est le plus significative de sa pensée, il dit « Dieu est mort », c'est-à-dire la vision de Dieu, du Dieu chrétien. Ce qu'il n'aime pas dans le christianisme, c'est toutes les notions de culpabilité, la morale, le corps, tout ça. Ouais, ça, ouais. Il n'a pas tort. La sexualité, c'est pas la morale. On peut avoir une sexualité tout à fait lisse et puis être amorale. Et puis on peut avoir une sexualité débridée et être quelqu'un qui, au niveau de la vie sociale, est un type remarquable. Donc, Bien sûr. Il n'a pas tort. Et il dit Dieu est mort, mais je ne sais pas s'ils pourront vivre sans Dieu. Il dit ça en 88. Et à mon avis, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ah bah c'est exactement. C'est-à-dire que lui, quand il parle du nihilisme, il dit c'est les gens qui n'aiment pas la vie. Alors il disait les chrétiens n'aiment pas la vie parce qu'ils s'empêchent de vivre pour un au-delà qui n'existe pas. Ouais. Alors lui, il est donc épicurien un peu quelque part. En revanche, je pense qu'il faut une élévation, c'est-à-dire le devient qui tu es. Alors chez Nietzsche, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vision de l'élévation de l'individu, mais il n'y a pas de relation sociale. Moi, je le trouve plus dans l'Évangile. C'est spirituel, quoi. Voilà. Alors, j'aime bien l'Évangile pour ça. C'est quand même un très beau texte. D'ailleurs, j'en avais discuté avec un philosophe parce que j'ai travaillé sur son livre et puis on est devenus amis. Il a écrit dans mon livre. Qui s'appelle André Stanguenec. D'accord. Et il était professeur de philosophie. Il est professeur émérite à Nantes. Il a une vraie formation philosophique. Et il m'a dit, mais je crois que Nietzsche, il aime bien Jésus. Ce qu'il n'aime pas, c'est le Christ. Laisser croire que la souffrance, c'est une façon c'est une possibilité de résurrection et de sublimation, sûrement pas. Il dit au contraire, il dit dans le chant de minuit, le chant d'ivresse, donc c'est Dionysos. Hein. Il dit la souffrance, dit passe et finit, c'est-à-dire il dit vous aurez la souffrance, elle fait partie de la vie. C'est ça, ouais. Et la joie, c'est de la surmonter. Ça ne sera pas de l'effacer, ça sera de la surmonter. Et vous la surmonterez, ben oui, si par exemple je fais le choix de vendre ma pharmacie pendant les 10 premières années, même si j'ai une réussite artistique, je vais l'acquérir. Donc c'est une souffrance. Mais qu'est-ce qui m'amène à la surmonter ? C'est que j'ai une ambition personnelle et je fais des choses qui me plaisent. C'est ça ce qu'il faut dire aux jeunes. Choisis ce qui te plaît et essaie de gagner ta vie avec, même si c'est pas terrible. Mais l'argent, l'argent en soi, ça n'a pas de valeur. C'est sûr. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ça leur apportera rien. Ils pourront devenir des milliardaires. On en a vu un. Je suis content qu'il se soit effacé de l'histoire momentanément, définitivement j'espère, mais on voit bien qu'il était débile profond. Quoi. Il est devenu président des États-Unis. Ah oui. Et on approche la fin de l'entretien et je voulais savoir un mot qui vous est cher, qui vous inspire quelque part. Un mot. C'est difficile. Mais... Moi, le mot que je préférerais, c'est le courage. Ah, c'est un beau mot, ça. Ouais. Ouais, parce que en fait... pour faire des choses, faut y aller, quoi.
Et c'est le plus beau de... L'intelligence, ça compte pas tellement. Si vous travaillez beaucoup, vous y arrivez. Oui, le courage. C'est Picasso qui disait, je trouve, mais il travaillait comme un fou, hein, on a vu. Je pense que c'est le courage. Et c'est le courage aussi pour les gens qui ont des difficultés dans la vie. Il faut être courageux. Et puis, malgré tout, le courage d'aimer cette aventure qui nous a été donnée, qu'on n'a pas choisie, qui est assez brève, au fond, dans l'histoire. Mais le monde est quand même, il y a une beauté quand même. Bien sûr, heureusement. Et un verbe? Quel verbe? Le verbe aimer, quoi. Le courage d'aimer, alors, on va dire. Oui, aimer, moi j'aime ce que je fais. J'aime les peintres qui sont morts et j'aime la musique, j'aime les gens que je fréquente, même s'ils n'aiment pas ma peinture, par exemple. Aimer les gens, tout simplement. Parce que je crois qu'on est dans cette aventure d'aller loin pour soi-même et de pouvoir aimer les autres et d'accepter leur diversité, qu'ils ne soient pas comme Bien nous. sûr, On n'aime pas de pas aimer les gens d'aimer les gens qui vous ressemblent pas, quoi. La tolérance, quoi, quelque part. Mais c'est là la création, c'est d'aimer les choses Tout à fait, les choses nouvelles. Alors notre association s'appelle Imagine un monde plus humain. C'est quoi pour vous un monde plus humain? C'est sur le monde qu'il y a à construire, oui, c'est sûr. C'est express. On a oublié de parler de votre livre, justement. C'est un livre qu'on peut trouver... On peut le trouver à Havane. Il est sorti en décembre 2019. D'accord. Ça s'appelle Du réel au mystère. Alors, on a longtemps cherché le titre. Oui, parce que je suis entre ces deux mondes. C'est-à-dire, je pense que le réel m'amène à une vision incertaine des choses. Et je pense que c'est sans doute la trace de la création. C'est ce que je disais, si tout est codé, il n'y a pas de création possible. La vie, elle est faite dans l'incertitude. D'ailleurs, je cite cette phrase de Nietzsche qui est sortie au moment du Covid, et ils avaient fait des émissions. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.